Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Je ne pouvais pas rester sans réagir à cette information concernant notre Éric Zemmour national. Et oui, comme vous l'avez appris, le CSA a décidé que désormais les propos d'Éric Zemmour, selon leur contenu, seraient décomptés dans le quota autorisé de propos, d'expressions d'ordre idéologique politique. Alors, je vais vous passer plusieurs extraits. Premier extrait, c'est issu de BFM TV, où un intervenant a expliqué en détail, en effet, je pense que c'est important, de mettre du détail sur les circonstances et les conditions. Et vous allez entendre que cet intervenant dans BFM fait un outil de comparaison pour justifier la décision du CSA. Parce qu'en effet, le CSA est censé réglementer, ou tout du moins donner les consignes aux chaînes de télévision, plus ou moins généralement aux médias, pour respecter le temps de parole proportionnel selon la représentativité des partis politiques ou des personnalités politiques. Il va d'ailleurs rappeler ce principe, que cette décision, elle n'est pas unique à Éric Zemmour, et il semble que le CSA l'ait également exigé concernant Michel Barnier, au moment où certains ont estimé qu'il pourrait être candidat, comme aussi sur Arnaud Montebourg dès le printemps, où certains commençaient à sentir peut-être qu'il se présenterait en tant que candidat à la présidentielle. Alors, on va l'écouter attentivement, mais moi j'ai quand même une question. En quoi le CSA se base-t-il pour estimer, considérer, anticiper qu'une personnalité sera représentative d'un parti politique, parce que c'est la représentation du parti politique, pour déjà appliquer sur des personnalités le principe du quota, avant même que ces personnalités se prononcent, et se basant uniquement sur des « on dit que »,« il paraît que »,« il semble que ». Écoutez, c'est très intéressant. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé que le temps de parole d'Éric Zemmour dans les médias soit désormais décompté. Expliquez-nous ce que ça signifie d'abord très concrètement. Alors, très concrètement, ça veut dire que chaque fois qu'Éric Zemmour prendra la parole et passera sur une radio ou une télé, eh bien son temps de parole sera compté puis déclaré au CSA. Et ça concerne évidemment en premier lieu la chaîne qu'il emploie, CNews. Lorsque l'on n'est pas en campagne électorale, ce qui est le cas en ce moment, les médias audiovisuels doivent déclarer tous les 3 mois l'ensemble des prises de parole politiques sur leur antenne. Et il y a des règles à respecter. L'exécutif a le droit à 1/3 du temps de parole. Tous les autres partis politiques, les 2 autres tiers, partagés de façon équitable entre ces partis en tenant compte de leur importance aux dernières élections, au Parlement ou bien dans les sondages. Jusqu'à présent, donc, Éric Zemmour, journaliste, éditorialiste, polémiste, n'était pas concerné par ces calculs. Désormais, il l'est. Est-ce que ça veut dire que CNews va devoir le retirer de l'antenne? Alors non, pas officiellement, mais en réalité, ça va tout de même être assez difficile à gérer pour la chaîne, parce qu'Éric Zemmour intervient tous les soirs dans une émission qui dure 1 heure et dans laquelle il parle au moins la moitié du temps. Puis cette émission est rediffusée un peu plus tard dans la soirée. Ça fait donc au minimum 1 heure de temps de parole par jour pour Éric Zemmour, 5 jours par semaine. C'est considérable. Ce temps de parole sera compté dans la case divers droite. Pour rester dans les clous, la chaîne du groupe Canal+ devra donc donner des heures d'antenne à tous les autres courants politiques et à l'exécutif, même en diffusant de nombreux meetings et des interviews interminables pendant la nuit. Même dans ce cas de figure, ce sera très difficile. Alors lui, Éric Zemmour dénonce une censure. Il affirme qu'on veut le faire taire. Alors, c'est un argument qu'on pourrait entendre s'il était le seul à être traité ainsi, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, Michel Barnier est considéré comme candidat présumé Les Républicains depuis le printemps dernier, alors qu'au printemps dernier, il était encore à Bruxelles. Mais dès que la presse a commencé à dire qu'il allait peut-être être candidat, le CSA a demandé que son temps de parole soit compté. Pareil pour Arnaud Montebourg. L'été dernier, il était encore vendeur de miel. Mais dès que le journal Libération a dit attention, il va être candidat, le CSA a dit son temps de parole doit être compté à partir de maintenant. Pareil encore pour Anne Hidalgo, qui est présumée candidate, alors qu'elle ne l'est pas encore officiellement. Autre exemple qui va vous parler à Pauline, Manuel Valls, lorsqu'il vient ici le matin, 1 fois par semaine, comme forte tête à 8h10, eh bien le CSA demande que son temps de parole soit déclaré dans la catégorie divers centres, parce que même s'il n'a pas de mandat, même s'il dit s'être retiré de la vie politique, eh bien le
le CSA considère que Manuel Valls est encore un acteur. En fait, si on regarde bien, dans cette pré-campagne présidentielle qui commence, il y avait jusqu'à présent une seule personne, un seul candidat présumé dont le temps de parole n'était pas compté, c'était Éric Zemmour. Mais qu'est-ce qui permet au CSA de dire qu'Éric Zemmour sera candidat et pourquoi est-ce que ça tombe aujourd'hui? Alors, ça tombe aujourd'hui parce que le CSA avait été saisi et qu'ils ont fait hier matin une réunion plénière pendant laquelle ils ont examiné les faits et pris cette décision. Alors, qu'est-ce qui permet au CSA de dire qu'Éric Zemmour sera candidat? D'abord, il y a ces affiches qu'on voit partout, il y a ses amis qui sont partis à la pêche aux signatures des maires, il y a ses déclarations lorsqu'il a dit le 1er septembre qu'il quittait le Figaro pour partir à la rencontre des Français. Tout cela fait beaucoup d'indices, mais il y a surtout les propos que son avocat a tenus hier. Éric Zemmour devait être jugé à Paris pour des propos tenus sur CNews à propos des migrants mineurs isolés. Il avait dit ils n'ont rien à faire ici, ce sont des violeurs, des assassins, des voleurs. Hier, à l'audience, son avocat, donc Olivier Pardo, a demandé le renvoi du procès en estimant il ne fait pas grand mystère qu'il sera candidat à la présidentielle et donc il convient de renvoyer ce procès après l'élection le 24 avril. Donc si son propre avocat le présente comme un candidat quasi certain, c'est difficile ensuite pour Éric Zemmour de contester que le CSA le considère également comme un acteur politique. Finalement, pour la petite histoire, le procès a bien été renvoyé, mais pas après la présidentielle. Il se tiendra bien plus tôt en novembre. Et puis, coïncidence du calendrier, il faut aussi dire que la Cour d'appel hier a rendu un jugement en sa faveur. Il a été relaxé alors qu'il était poursuivi pour injure, pour des propos tenus lors d'un meeting politique en 2019. La justice a estimé que l'infraction n'était pas constituée. Cette relaxe hier, c'était la bonne nouvelle pour lui. La mauvaise nouvelle, c'était l'autre, celle du CSA. Donc voilà. Donc la question, elle est là. En effet, cet intervenant dit oui, mais enfin, on fait tout un pataquès, alors qu'en réalité, Zemmour n'est pas le seul à subir cette décision du CSA, puisque Michel Barnier et Arnaud Montebourg sont également soumis à cette décision. À la seule différence, c'est que Arnaud Montebourg et Michel Barnier sont des politiciens, alors qu'Éric Zemmour est un journaliste, chroniqueur, essayiste. Et même, comment est-ce qu'on peut estimer réduire le temps de parole à des gens sur des « on dit que ». Il semblerait que, il paraît que. Il y a un flou. Première intervention, c'est celle de Laborde, le prénom m'échappe, qui a été journaliste, mais qui a été aussi membre du CSA. Écoutez ce qu'elle dit. Françoise, est-ce qu'il y a une pression politique sur le CSA là? Évidemment. Évidemment. Enfin, vous pensez une seconde que Rocco Mestre peut prendre... Oh, enfin, vous rigolez. Bien sûr. Elle vient d'où la pression? Mais de toute façon... cherchez, vous allez trouver. Mais de toute façon, non, dites-moi. Ce qui est extrêmement intéressant... Vous êtes libre maintenant, Françoise. Dites-moi. Mais du pouvoir, voilà, c'est simple. Ce qui est extrêmement intéressant en plus dans le système actuel, c'est que pour qu'on décompte un temps de parole, il faut être attaché à un parti politique. Ce n'est pas le temps de parole de Marine Le Pen qu'on décompte, c'est le temps de parole du Rassemblement national. Ce n'est pas celui de Jean-Luc Mélenchon, c'est le temps de parole de la France insoumise. Aujourd'hui, on va décompter comment le temps de parole d'Éric Zemmour. On va lui et à quel moment il parle politique, et à quel moment il ne parle pas politique. Alors quand il parle de Louis XIV, on va dire ah ben non, il ne parle pas de politique. Mais s'il dit en même temps Louis XIV, c'était l'époque merveilleuse de la souveraineté française, c'est politique. Donc ça ne tient pas pour Françoise Laborde, l'ancienne membre du CSA. Merci Françoise Laborde. Une usine à gaz qui n'a aucun fondement juridique. Voilà. Elle ne fait que confirmer ce que l'on sait déjà. Que le CSA, comme un certain nombre d'organismes qui sont censés être indépendants, en réalité ne le sont pas. Un autre propos très intéressant qui est issu de TPMP, alors vous n'aurez que l'audio, vous allez avoir une image, parce que comme ça va peut-être éviter de passer entre les gouttes des algorithmes de YouTube. C'est une personne qui est principalement concernée puisqu'elle est la présentatrice de l'émission de CNews avec Éric Zemmour, c'est Christine Kelly. Et Christine Kelly n'est pas que journaliste présentatrice, elle a été, elle aussi, membre du CSA. Et écoutez bien ce qu'elle est en train d'expliquer. Alors, si vous permettez, comme je me suis occupée du temps de parole de la présidentielle au CSA,
Je vais vous expliquer comment se passe le décompte et quelles sont les conséquences de la décision du CSA. Ça, c'est intéressant. on retrouve nos anciennes habitudes. Le temps de parole est en 2 temps. 1 tiers pour le gouvernement, les ministres, les collaborateurs. Les 2 tiers, c'est pour En Marche, RFI, RN, les écologistes, le PS, tous les autres. Si, comme ça a été décidé, on met Éric Zemmour et on commence à le décompter, il va être décompté dans ces 2 tiers du temps de parole des partis. Donc, mécaniquement, va diminuer le temps de parole de RN, de LFI, de En Marche, et va augmenter le temps de parole de l'exécutif, du président de la République, de ses ministres et de ses collaborateurs. Première conséquence. Deuxième conséquence, Éric Zemmour, les chaînes vont se dire « je n'invite pas Éric Zemmour parce que c'est trop compliqué ». À quel moment? Le seul moment dans l'histoire de la télévision où il n'y a plus de débat politique, c'est 15 jours avant le premier jour de la présidentielle, parce qu'on demande l'égalité du temps de parole. Les chaînes arrêtent tous les débats politiques parce que c'est trop compliqué. On est le seul pays au monde à décompter et à faire ce temps de parole. Et dernier point, aucun candidat aujourd'hui n'est décompté, aucun. Et Mélenchon, etc. Tous ceux qui sont décomptés ils sont décomptés au sein de leur parti politique. Et de l'histoire, aucune personnalité n'a été décomptée. Aujourd'hui, aucune personnalité n'est décomptée. Comment on va décompter Éric Zemmour? C'est injuste pour vous ou pas? C'est injuste. C'est pas que c'est juridiquement, pour l'instant, c'est pas tenable. Donc là, force est de constater que, en effet, elle aussi sous-entend que la structure même du CSA, qui est censée être indépendante, eh bien, en réalité, parfois, elle se laisse aller à certaines complaisances pour satisfaire certaines ambitions ou certaines volontés de tierces. Enfin, on va écouter le principal concerné. Alors, je ne veux pas vous mettre l'extrait de son intervention dans son émission sur CNews, mais je vais vous mettre l'intervention qu'il a fait à TPMP, tout pareil, en audio, et vous allez voir ce qu'il dit pour sa défense. Alors, et on reviendra un petit peu sur ses propos par la suite. Donc écoutez ce qu'il dit, et encore une fois, il est tout à fait sensé. Regardez, c'est une exclusivité pour Touche pas au poste. C'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir Cyril Hanouna. C'était trop beau, ma joie aurait été de courte durée. Hier à 16h, on m'apprenait que la justice m'avait relaxé dans un énième procès politique, et quelques heures plus tard, on me disait que le CSA avait décidé de comptabiliser mon temps de parole comme une personnalité politique. Je vous avoue que cette offensive ne m'a pas vraiment étonné. Depuis des mois, des ministres du gouvernement Castex, des députés En Marche s'époumonaient contre ma présence à l'antenne de CNews. On se demandait vraiment ce qui les dérangeait. Il paraît donc que je dois être comptabilisé, mon temps de parole doit être comptabilisé. Le temps de parole de 90%, je devrais dire 99% des éditorialistes politiques qui professent tous les mêmes idées de gauche ne les a jamais dérangés, et il n'est jamais venu à l'idée de ces éminences de comptabiliser leur temps de parole. Mais c'est ainsi, moi, il faut comptabiliser mon temps de parole. En vérité, j'ai toujours émis des opinions politiques. Ceux qui me suivent depuis des années le savent très bien. Et c'est bien mon droit en tant que journaliste, dont la carte de presse 57-111, je tiens à le rappeler, même si ça ne me rajeunit pas, garantit mes droits d'opinion, d'expression. Il n'y a absolument, on n'a pas le droit de censurer mes propos, et le CSA, moins que toute autre institution, n'a le droit de contrôler les opinions des gens, et encore moins des journalistes. D'ailleurs, le président du CSA, Roch-Olivier de Metz, dans une interview qu'il avait accordée au Figaro le 27 janvier dernier, avait été très clair. Il avait déjà répondu à tous les ministres qui demandaient ma comptabilisation de temps de parole, qu'il n'en était pas question, qu'on ne comptabiliserait pas le temps de parole des éditorialistes politiques, parce que ce n'était pas l'objet de la loi de 1986. Et voilà, hier, le président du CSA a fait mentir ses propos et n'a pas respecté la loi qu'il a instituée. Voilà, le CSA a montré, a révélé sa partialité politique.
Il suffit d'ailleurs de regarder le parcours de tous les membres du CSA pour comprendre d'où ils viennent et où ils veulent aller. Vraiment, le CSA n'a pas respecté sa mission. Et d'ailleurs, ça va continuer, je vous l'annonce d'avance. Déjà, des journalistes militants comptabilisent mes heures de présence à CNews pour bien montrer qu'on ne voit que moi, comme si CNews était la seule chaîne de tout le paysage audiovisuel français, comme si on obligeait les Français à me regarder tous les soirs à 19h. Bon, vous avez compris, l'objectif est le même, me faire taire, mais je ne me taire. Donc, remettons les choses dans l'ordre. Nous avons un journaliste, chroniqueur, essayiste, qui depuis des années, de toutes les manières, on le sait, de par ses idées, alors chacun appréciera les idées de Zemmour selon ses sensibilités, ses convictions. Le fait est, c'est que sur un certain nombre de sujets, oui, il a été parfois approximatif, oui, il a été idéologique, comme sur d'autres sujets, force est de constater qu'il a fait mouche. Et justement, le fait qu'il fait mouche dérange. Zemmour est un trublion. Zemmour remue la casserole de la pensée unique, du politiquement correct, et il est d'autant plus difficile de l'attaquer qu'il est juif. Et un juif qui défend les valeurs nationales de la France, comment réussir à attaquer Zemmour sans que tout d'un coup on tombe dans le cliché de l'antisémitisme? Cette fameuse gauche qui le déteste par conséquence est obligée d'y aller avec des pincettes et d'essayer toujours d'aller chercher des petites bêtes sur ses propos pour éventuellement faire des raccourcis vers des idées d'extrême droite. Qu'il ait des idées d'extrême droite, peu importe. Qu'elles soient authentiquement des idées d'extrême droite, peu importe. Zemmour utilise un des principes fondamentaux de notre pays, la France, c'est la liberté d'expression et la liberté d'opinion. À partir du moment où il respecte les lois, où il respecte les réglementations, preuve en est, c'est que certains estiment que dans ses propos, il est allé trop loin. Donc, il y a eu des plaintes de déposées. Justement, aujourd'hui, alors que cette décision du CSA est tombée, il venait d'être relaxé sur une plainte qui concernait un de ses propos sur lequel des organismes ont déposé plainte contre lui pour racisme et propos calomnieux envers l'immigration et plus particulièrement envers les musulmans français. Sauf que la justice, quand elle fait son travail, elle remet les choses dans leur contexte. Et il se trouve que dans le contexte, le propos d'Éric Zemmour n'était pas dans l'absolue nécessité de considérer de façon globale l'ensemble des musulmans français comme étant un problème, mais à considérer que parmi la communauté musulmane et des Français ou étrangers issus d'Afrique noire, Afrique saharienne comme on dit, eh bien c'est là qu'on trouve quand même une portion non négligeable de délinquance, de criminels, de délinquants, et qu'il y a forcément une explication quelque part. Une explication liée à la culture, liée à la religion, liée à la tradition, liée au contexte social aussi. Soyons clairs, parce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Donc c'est un ensemble de détails qu'il faut prendre en considération, sauf que, encore une fois de plus, et ça rejoint ce que je disais dans ma précédente vidéo, on a fâcheuse tendance parfois à faire des généralités. Et ce qu'on peut reprocher à Zemmour, en effet, c'est que de temps en temps, eh bien malheureusement, il fait de la généralité. C'est qu'il ne fait pas attention à ce qu'il dit, qui n'est pas forcément l'expression de sa pensée. Et d'ailleurs, plusieurs fois, Christine Kelly, dans l'émission, l'a remis sur les rails, et il lui dit « Je vous remercie, en effet, vous avez tout à fait raison de me rectifier sur ce point. » Mais il n'en suffit pas moins pour que les rageux, les humanistes, les droits de l'homiste, les antiracistes, etc., lui tombent dessus. Donc, c'est dans le cadre de cette opération
qu'il devait répondre d'une plainte qui était déposée contre lui sur un propos qu'il avait tenu justement sur cette partie d'une population musulmane avec laquelle il y a un certain nombre de problèmes. Sauf que la justice, elle a remis les choses dans leur contexte, elle a remis le propos dans son contexte, et a donc décidé de dire « mais non, pour nous, Éric Zemmour a en effet considéré une responsabilité ou une origine de problème dans un groupe de personnes issues des milieux musulmans, issues de la communauté musulmane, mais n'a pas considéré l'ensemble des musulmans comme étant un problème. Donc il a été relaxé. Alors là, évidemment, sur les réseaux sociaux, certains n'ont pris que certains détails ou certains mots du compte-rendu pour dire « ah ben voilà, la justice, finalement, elle sert les intérêts de la haine, de la barbarie, de l'islamophobie, du racisme, de l'extrême droite. » Enfin, c'est-à-dire que même certains réussissent à construire leur tweet de telle manière à transformer, finalement, la décision juridique. C'est-à-dire que la décision juridique, il est relaxé. Pourquoi ? Parce que la plainte n'était pas fondée correctement. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont porté plainte avaient tort, mais ça veut dire que la façon dont ils ont attaqué Zemmour, la façon dont la plainte a été déposée, elle était nulle et non avis. Mais évidemment, sur Twitter, nous avons les spécialistes de la retranscription, de la traduction, de la transformation, pour dire « regardez, encore la justice, finalement, n'a pas fait son boulot ». Bon, sauf que le problème, c'est que c'est la 8e ou 9e plainte sur laquelle il est pas relaxé, mais il a été condamné, je crois, 2 ou 3 fois sur les 9 plaintes. Et encore, les condamnations ont été faites sur des bases parfois un petit peu idéologiques ou voire de parti pris. Donc du coup, évidemment, le même jour, une relaxe pour Éric Zemmour, qui est un camouflet évidemment pour les anti-Zemmour. Donc du coup, le CSA, paf, lui tombe dessus, alors que, oui, comme vous l'avez entendu, soi-disant, son avocat aurait joué la carte que peut-être il se lancerait dans une candidature. Oui, il a un comité de soutien. Donc, tous ces éléments disent, bah, non mais, qu'il ne se prononce pas, on s'en fout, puisque de toute façon, on a les preuves. On a les preuves que de toute façon, il veut y aller. Alors, oui, en effet, peut-être que ses soutiens, peut-être que son avocat, peut-être que d'autres personnes, peut-être que déjà des banques ou des financiers savent déjà qu'ils vont investir et qu'ils vont soutenir Éric Zemmour dans une campagne présidentielle, mais le principal individu ne s'est pas prononcé. Donc sur un point de vue réglementaire, alors je sais, il y en a qui vont dire « oui, vous pinaillez ». Non, je ne pinaille pas. Les lois, elles sont faites pour être respectées. Elles déterminent, elles sont précises. Or, si de la précision de la loi, certains passent en dessous, la transforment, la retranscrivent à leur façon ou à leur perception pour s'en servir contre des personnes, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de justice. C'est le principe de la règle. Alors, suivant évidemment le contenu de la règle, selon, je dirais, ce que touche la règle, si on émet la possibilité à des responsables de jauger, de juger de l'application de la règle. C'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on a, ce que je vous avais déjà expliqué en anecdote dans les entreprises. Vous avez des règlements intérieurs, vous avez des conditions contractuelles suivant les emplois, les types d'emplois, les types de postes que vous tenez. Vous avez dans certains postes des procédures, vous avez des protocoles, vous avez des règles de sécurité, etc., etc. Et là, c'est la responsabilité du chef d'établissement de faire respecter les règles établies. Or, on le sait, pour des questions de personnel, de temps, de compétences, parfois on laisse certaines souplesses, certaines tolérances. Mais ces tolérances, elles sont assumées par les responsables. C'est-à-dire, si un jour il y a un problème, s'il y a un pépin, eh ben c'est le responsable qui prend tout dans la figure, puisque c'est lui qui est le garant du respect des règles. Eh bien, la justice, c'est pareil. La justice, les magistrats, les juges, les jurys, les avocats, les procureurs ont des outils, libres à eux de s'en servir, selon ce qu'ils estiment être valable, selon ce qu'ils estiment être juste. Mais forcément, il y en a qui vont utiliser des lois
à la mesure du contexte, à la mesure de la situation, à la mesure de l'importance de l'affaire, comme vous en avez certains qui vont instrumentaliser des lois pour aller casser les couilles, pour aller faire chier, pour emmerder des gens. Parce que malheureusement, dans la société, nous commettons tous des fautes. Il n'existe pas un seul citoyen qui n'a pas un jour enfreint la loi. Sauf que, voilà, phénomène de mœurs. Sauf que si un jour, et cela, ça rejoint le problème de la numérisation, le problème de l'identité digitale, c'est que si un jour vous commencez à titiller, si un jour vous commencez à être dérangeant, si un jour vous commencez à dire des choses qu'il ne faut pas dire, si un jour vous commencez à être politiquement incorrect, ou même si un jour vous faites de l'humour, ou si même un jour vous dites des choses qui ne plaisent pas, ou qu'on ne veut pas entendre, ou qui dénoncent des réalités, qui dénoncent des fautes, qui dénoncent des responsabilités, et bien tout d'un coup vous pouvez tomber vous-même sous le coup de la loi. Parce qu'on vous trouvera toujours quelque chose que vous avez enfreint, une règle que vous n'avez pas respectée. C'est un peu le cas qui s'est produit souvent dans certaines entreprises quand vous avez des patrons qui ont envie de se débarrasser de certains salariés. C'est-à-dire qu'un salarié tout d'un coup commet une faute, mais c'est la première fois qu'il commet une faute. Mais comme il est dans le collimateur de certaines personnes, eh bien certaines personnes vont faire en sorte de faire des montagnes de cette erreur pour pousser l'entreprise, pour pousser le patron à prendre des décisions. Je ne vais pas revenir sur les anecdotes de mes expériences personnelles en tant que délégué du personnel où de temps en temps j'ai été amené à aider des salariés, à aider des collègues face à justement ce genre de situation, parce qu'il y a des fois c'était complètement ubuesque. C'est-à-dire que dans l'intime conviction d'avoir raison de faire appliquer une règle que le salarié n'avait pas respectée, le problème, c'est que je leur ai fait prendre conscience qu'eux-mêmes avaient leur responsabilité de ne pas avoir fait respecter un certain nombre de règles vis-à-vis du salarié. C'est-à-dire qu'il y a eu même des fois des situations où on était dans un délire total. C'est-à-dire des salariés qui se sont retrouvés à subir un entretien prise de sanction pour des fautes qui ne faisaient absolument pas partie de leur prérogative. C'est-à-dire que c'était des simples salariés, mais des simples salariés que des gens de direction, que des responsables avaient expliqué de certaines procédures, etc., parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils n'ont pas le courage de dire au directeur qu'ils ne peuvent pas tout faire, etc. Donc, il y a des moments, ils prennent comme ça des salariés, et tiens, est-ce que tu peux me faire ça pendant que je fais ça, tiens, qui ne le fait pas. Sauf que malheureusement, cette salariée n'avait pas fait ce que le responsable lui avait demandé de faire. Et comme elle ne l'avait pas fait, c'était à propos d'une commande de produit, et tout d'un coup, il est tombé en rupture de produit. Donc évidemment, la responsable a dit, c'est cet employé-là à qui j'avais demandé de faire la commande, sauf qu'elle n'a pas fait la commande, donc du coup, voilà, on est en rupture de stock. Sauf que le salarié, donc le directeur qui était en face de moi, expose les griefs. Et je me tourne vers mon collègue et je lui dis, mais au fait, tu peux me rappeler, notre cher directeur, c'est quoi ton statut? Il me dit, je suis agent d'accueil qualifié. Donc tu n'es pas ni animatrice, ni responsable de quoi que ce soit. Il dit, non. Là, le directeur, quand j'ai posé cette question-là, tout de suite j'ai vu dans son regard, ça y est, c'était fini, terminé, plié. Bon, oui, en effet, cette procédure n'est pas de votre responsabilité. C'est-à-dire que la responsabilité, elle en revient au responsable qui a demandé au salarié de le faire, sans s'assurer que le salarié savait le faire. Ou ne l'a pas formé, ou ne lui a pas donné les instructions comment le faire. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé en face de cette situation où il y avait des tas de procédures qui étaient de la responsabilité des gens du bureau, mais parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils ne s'étaient pas organisés, etc., on confiait ces procédures à des salariés. Alors il y a certains salariés qui étaient contents parce qu'ils apprenaient. Ils apprenaient des procédures, ils apprenaient comment faire, etc. Mais le jour où il y avait des merdes,
mais vous ne pouvez pas vous retourner contre le salarié parce qu'il a fait une connerie, puisque la procédure n'est pas de sa responsabilité. Alors après, on m'a dit, oui, mais c'est le pouvoir de délégation. Ah, excusez-moi, mais le pouvoir de délégation, il doit être établi. Or là, il n'y a rien d'établi. Pourquoi? Tout simplement parce que si on établit une délégation, ça veut dire qu'on donne aux salariés une responsabilité d'une procédure qui appartient normalement à des gens de la direction. Et donc là, ça pose un problème de rémunération et de niveau de responsabilité. Sauf que vous verrez, peut-être que vous avez déjà subi ces expériences, qu'on est tombé dans le phénomène de mœurs. C'est-à-dire, on a aujourd'hui des salariés dans des entreprises qui font des procédures qui, en théorie, ne sont pas les leurs, ne sont pas de leur responsabilité. Mais pour soulager le trop-plein de procédures qui ont été attribuées à des gens, eh bien ces gens-là ont réparti un certain nombre de procédures à d'autres salariés. Mais en réalité, ces salariés ne sont pas responsables. S'il y a une merde, c'est le responsable qui doit assumer. Et on ne peut pas blâmer le salarié. C'est la logique. Donc tout ça pour vous donner cet exemple, ces anecdotes, sur le fait du principe de la règle. Et que dans la justice, eh bien c'est pareil. Dans la justice, suivant si vous avez l'intégrité judiciaire, eh bien dans ce cas-là, le processus suit son cours, on parle de faits, on parle de contexte, on parle de conditions, on parle d'antécédents, on parle de bonne foi, on parle de... Sauf que si la justice est rendue par des gens qui sont politiquement orientés, ou qui sont sous influence politique, ou idéologique, eh bien là, la justice ne peut pas fonctionner correctement. Parce qu'on n'est plus dans la justice équitable, on est dans le parti pris. Et ça rejoint ce problème du CSA, c'est que si aujourd'hui le CSA considère que parce que Éric Zemmour est potentiellement une personnalité qui pourrait se présenter comme candidat à la présidentielle auprès des Français, c'est-à-dire qu'il va faire de l'idéologie. Mais alors le problème, c'est que si on condamne tout de suite, si on veut réguler tout de suite, si on veut mettre du quota tout de suite, avant même que l'individu s'est prononcé sur de l'idéologie, eh bien dans ce cas-là, l'idéologie, il va falloir aussi la réguler dans certains organismes de radio, comme France Inter par exemple. France Inter, service public, mais dont on sait que c'est un réseau de chaînes de radio extrêmement bien positionné à gauche. Et que par conséquent, ceux qui s'y expriment, que ce soit du sérieux, que ce soit dans le débat ou même dans l'humour, on sent bien que c'est la bonne pensée unique qui s'exprime. Que c'est les droits de l'homiste, que c'est les bien-pensants, que c'est les donneurs de leçons. C'est de l'idéologie politique. Donc dans ce cas-là, le CSA doit aussi faire en sorte d'imposer à ces radios, de s'imposer des quotas d'expression idéologique par quelque outil, quelque méthode que ce soit. Idem pour la télévision. On se souvient qu'il y a eu un scandale comme quoi certains avaient dit oui, sur CNews, il y a trop d'invités d'idéologie de droite ou d'extrême droite, que CNews doit avoir un quota d'invités de partis de gauche et d'extrême gauche. Le problème, c'est que si on regarde sur BFM TV, on se rend compte que ceux qui battent les records de présence sur les plateaux, c'est quand même les En Marche. Que sur BFM TV, à part Philippot, et je ne vois pas qui d'autre, du Rassemblement National, où il y a Benalla, pas Benalla, mais Barnella, c'est Barnella, je crois, oui. Pareil. Alors tout ça pour dire qu'on est en train de faire un scandale finalement. Un scandale, soi-disant, qui attaque la liberté d'expression. Alors, je dirais à la limite, en effet, si jamais Zemmour, finalement, se présente comme candidat, là j'ai envie de dire, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, il va aller dans la fosse au lion. Il va se faire descendre de tous les côtés.
Il y en a même, j'ai vu, il y en a qui se disent oui, regardez, la preuve c'est qu'il s'est mis en retrait du Figaro, donc c'est la preuve que... Non, il s'est mis en retrait du Figaro parce qu'il fait la promotion de son livre. De son livre d'ailleurs qu'il a édité de lui-même, puisque son éditeur historique a finalement refusé de publier son livre. Mais le problème, c'est que toute l'argumentation qu'on va nous sortir, et oui, s'il se présente, donc c'est la preuve que, donc c'est la démonstration que, oui, ça veut bien dire que le CSA a eu raison de, etc. Le problème, c'est que c'est Éric Zemmour. C'est pas n'importe qui. C'est un polémiste qui, depuis des années, dérange pas mal de gens. Alors attention, encore une fois, je ne fais pas le pro-Zemmour. Je suis le premier des fois à reconnaître qu'il a des approximations, que des fois il oublie de mettre de la précision dans ses propos, même si finalement il remet sur la table toujours le problème de souveraineté, le problème de la culture française, de l'identité française. Même si encore une fois l'identité française, certains réduisent le terme identité française au fait que ce soit des blancs avec des prénoms qui s'appellent Pierre, Paul, Jacques, etc. Non, c'est pas ça l'identité française. L'identité française, c'est être citoyen français. C'est bénéficier de ce que la Constitution nous impose. C'est bénéficier de tous les avantages et tous les intérêts de ce que la République nous autorise et nous permet d'obtenir en tant que citoyen français. Et ce que Zemmour dénonce, c'est que durant ces 40 ou 50 dernières années, on a laissé pénétrer les institutions par des idéologies, par des principes ou des valeurs communautaires pour modifier, changer un certain nombre de principes et de valeurs de la République. Alors évidemment, j'entends de loin des gens qui vont dire « oui, mais c'est naturel, toute société, tout pays évolue, donc ça fait partie de l'évolution des choses. » Sauf quand, en France, vous avez des principes, des valeurs et des règles qui sont à l'avantage du citoyen, concernant ses droits, concernant ses libertés. Je veux dire, le pays des Lumières, c'est pas de la science-fiction. Quand on fait un comparatif historique avec d'autres pays, on se rend compte quand même que la France, c'est pas du pipi de chat. Que la France a été quand même un pays innovateur. Sauf que ces innovations, aujourd'hui, eh bien, elles sont, pour certaines d'entre elles, attaquées par des gens qui revendiquent le droit de pratiquer d'autres cultures dans le pays. Des pratiques, des idées, des opinions, des principes, des valeurs, des règles qui sont en totale opposition avec les valeurs fondamentales de la France. Or évidemment, ce discours que Zemmour tient, alors il le tient à sa façon. Dans la forme, en effet, on peut débattre, on peut discuter. Mais dans le fond, force est de constater que si aujourd'hui, Éric Zemmour est un potentiel candidat présidentiel, si Éric Zemmour est attaqué de la sorte depuis des années, si Éric Zemmour est soutenu par une petite frange, allez, on va faire plaisir aux rageux, une petite frange de Français, mais qu'il a quand même un soutien, c'est bien la preuve que ce soit pendant des émissions de télé, que ce soit dans ses chroniques, que ce soit dans ses éditoriaux, que ce soit par ses livres, sans doute, voire même sûr, qu'il a mis le doigt sur des problèmes fondamentaux que beaucoup de gens en France comprennent parce qu'ils y sont confrontés dans leur quotidien. Alors attention, évidemment qu'il y a toujours des dérives, évidemment qu'il y a parfois des mauvaises interprétations, mais ça a toujours existé. Or, comme nous vivons dans des sociétés aujourd'hui, on veut façonner l'opinion, on veut façonner l'idéologie, comme étant l'idéologie du bien ou l'idéologie du mal. Eh bien, on en est réduit à un point où, pour vanter et vendre l'idéologie du bien, elle se sert d'instruments et d'outils
qui l'a fait plonger dans un côté obscur, condamnant même les méthodes de ce que le mal qu'elle estime être est censé utiliser, alors qu'elle utilise exactement les mêmes outils, voire même pire. Je dirais simplement que la complexité de la situation, elle se résume à cette histoire sur ce qu'on appelait les skinheads. Je résume. Le mouvement skinhead, à l'origine, est un mouvement qui est issu des mouvements américains qui étaient basés sur une certaine culture, une culture afro, sur le reggae, sur le ska, qui ensuite est arrivé en Grande-Bretagne, sauf que c'est en Grande-Bretagne que s'est scindé finalement le mouvement skinhead, qui était un mouvement plutôt progressiste, mais ultra-progressiste, mais assez violent, en un mouvement nationaliste d'extrême droite. C'est bien qu'aujourd'hui, évidemment, quand on dit skinhead, dans l'inconscient collectif, c'est forcément crâne rasé, bombers et croix gammée, néo-nazi, extrême droite. Alors que le skinhead, le mouvement skinhead, à l'origine, il est black. Dans ses fondamentaux, il est black. Et on a pris la guerre parisienne, parce que c'était essentiellement sur Paris, entre les skinheads de droite, d'extrême droite, et les skins, ou ce qu'on appelle les redskins, c'est-à-dire ce qui est devenu aujourd'hui les antifas. Sauf que ça touche une minorité d'individus. Sauf que dans les années 80, on s'en est servi pour en faire une idéologie de majorité, ou d'importance. C'est bien qu'aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, eh bien, on est dans cette continuité de politique de vous faire passer l'extrême droite comme étant le mal absolu, comme étant la menace pour la démocratie. Alors qu'en réalité, l'extrême droite, qu'est-ce qu'elle représente exactement? Elle ne représente pas grand-chose dans ses fondamentaux. Après, cette petite extrême droite, elle a parfois des idées, elle a parfois des sentiments, elle a parfois des opinions qui s'inspirent de la réalité. Et du fait de s'inspirer de cette réalité, eh bien, ça concerne alors une plus grande, large part de la population française qui est confrontée à ces problèmes. Et du fait que les gouvernements successifs n'ont jamais résolu les problèmes, voire même les ont alimentés, instrumentalisés, les ont outillés pour servir leurs intérêts idéologiques de manipulation et de division du peuple, eh bien on s'est laissé entraîner par cette mouvance qui consiste à un moment donné, eh bien dès qu'on parle de souveraineté, dès qu'on parle de populisme, eh bien tout d'un coup on est tout de suite catalogué comme d'extrême droite. Même Wikipédia a été obligé de changer la définition pour coller à cette opinion, à cette idéologie unique, de considérer que tout ce qui est souverainiste et populiste est forcément d'extrême droite, parce que lié à du nationalisme, et que le nationalisme, évidemment, c'est l'extrême droite. Et aujourd'hui, vous pouvez constater sur les réseaux sociaux, vous pouvez constater même sur YouTube, eh bien, le propos de certaines personnes qui sont tout à fait dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'ils en sont convaincus. Et si jamais vous osez de leur demander de vous expliquer en détail le rouage, alors il y en a certains qui sont très bons pour vous expliquer les idéologies social-démocrates, les mouvements communistes, etc., marxisme, léninisme, etc. Alors ça, oui, ils savent le faire. Mais dénoncer l'antagonisme de leurs idées, oui, il y en a certains qui savent faire un historique, mais ils font un historique évidemment en ne prenant que ce qui les intéresse pour étayer, pour soutenir leur vision des choses. Alors attention, je ne dis pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. Je dis simplement, c'est qu'à un moment donné dans leur démarche, ils perdent la notion d'objectivité. Ils perdent la notion de se dire, oui, ça existe, oui, il y a un historique,
Mais c'est pas pour autant que des gens qui pensent certaines choses, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des sensibilités envers certaines choses qui sont forcément d'extrême droite. C'est exactement le même problème qu'on a aux États-Unis. Moi, je connais des gens qui partagent des idées conservatrices, et pour autant, c'est pas des Trumpistes. Et malheureusement, aux États-Unis, dès qu'on commence à avoir des idées conservatrices, eh bien, on est tout de suite catalogué de Trumpistes. On réduit le champ de vision, on réduit l'échantillonnage de la pensée. Et Éric Zemmour est la tête de turc de cette politique qui consiste à simplifier les choses, c'est-à-dire à vous dire, le camp du bien, il est là, et le camp du mal, il est là. Mais l'entre-deux va de plus en plus disparaître. Même idéologiquement, de toute façon, on le voit bien. On voit bien qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont incapables d'exprimer une idée politique. Sensée, cohérente, réaliste. On est très souvent d'ailleurs dans du politique idéaliste. Ça fait partie du jeu. Et d'ailleurs, les programmes politiques qui vont être présentés, je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour savoir qu'est-ce qui est intéressant, mais qu'est-ce qui est réaliste au vu du contexte actuel. Qu'est-ce qui est possible? Semble-t-il, par exemple, j'ai entendu que Marine Le Pen veut renationaliser les chaînes de télévision. Quel est l'intérêt? Il n'y en a pas. En revanche, elle veut renationaliser les autoroutes. Là, par contre, en effet, c'est très séducteur. Parce que, vu que la majorité des autoroutes ont été construites avec de l'argent public et qu'ensuite, M. de Villepin a vendu, évidemment, ces autoroutes à des sociétés privées qui se sont arrosées dessus par, évidemment, tous les péages que vous payez. Alors, petit aparté, je suis aux États-Unis et quand je vois l'état des autoroutes qui sont financées par les États, suivant des États qui sont pauvres, et je peux vous garantir que l'anecdote, que lorsque vous êtes sur une autoroute de l'Ohio, vous avez une belle autoroute, le bitume est beau, ça roule bien. Et tout d'un coup, lorsque vous passez la frontière avec le Michigan, eh bien là, je ne vous dis pas que vous avez peur, non seulement pour vos roues, vos pneus et vos amortisseurs. Mais oui, parce que le Michigan est en faillite, donc il n'a plus les moyens d'entretenir ses routes. Et comme le Michigan fait partie de ces États qui sont dans un cercle du Nord où les hivers sont très rudes, eh bien les hivers très rudes ont des conséquences sur l'état des routes. D'ailleurs, preuve en est, c'est que si vous habitez dans une région qui a connu une période hivernale très rude, très intense, vous avez pu constater que sur vos routes, de temps en temps, tout d'un coup, vous avez des nids de poules. Tout simplement parce qu'il y a eu un phénomène à cause des très basses températures qui a fait que vous avez à un moment donné, alors soit du béton, soit le bitume, etc. Il y a un moment où ça se craquelle, ça se creuse, et ça fait des crevasses, et les crevasses, à force de rouler dessus, ça fait un trou. Bon. Voilà. Donc là, à charge en effet des responsables d'intervenir tout de suite et de reboucher. C'est pour cette raison que je dis que les autoroutes en France, soyez contents d'avoir des autoroutes de cet état-là. Parce que, franchement, la dernière fois que je suis allé en France, qu'est-ce que ça a été un bonheur de rouler sur une autoroute qui était en bon état. Mais en revanche, est-ce que ça justifie le fait que ça soit le privé et pas le public? Je ne pense pas. En revanche, je pense que le privé a fait en sorte de justifier la maintenance, le développement, etc. pour augmenter les prix de ces péages et de s'en mettre plein les poches pour satisfaire les actionnaires. Donc voilà, je veux dire, voilà, apparemment c'est ce qui va être dans le programme du Rassemblement national. Mais de toutes les manières, je pense que tous les candidats vous feront des propositions dont certaines, je pense que si vous êtes un tant soit peu intelligent, un tant soit peu réaliste, vous allez vous rendre compte très rapidement que c'est pas réaliste, que c'est de l'illusion, que ce n'est pas réaliste, c'est pas limite, ce serait presque utopique.
utopique par rapport à la situation économique du pays, à sa structure. Je veux dire, vouloir renationaliser des choses en... Ok, mais qu'on étudie bien, au niveau budget, ce que ça va coûter. Parce que moi, je suis convaincu qu'au niveau de l'État, de l'argent, il y en a. Sauf que l'argent est tellement dilapidé à droite, à gauche, qu'aujourd'hui, on est en train de sacrifier dans un plan bien précis de destruction de l'État-nation, la santé, l'éducation, la sécurité, etc. Mais il y en a d'autres derrière qui continuent à se faire arroser copieusement. Donc là, c'est là qu'il faut faire de la réforme. C'est là où il faut reconcentrer les finances de l'État, là où c'est essentiel. Et arrêter d'arroser du fric dans des subventions, dans des trucs qui ne sont pas prioritaires. Sauf qu'évidemment, en France, dès qu'on coupe des subventions à quelqu'un, tout de suite, on dit « Ah, on est considéré comme pas prioritaire. La culture n'est pas prioritaire. Ah, les cinémas ne sont pas prioritaires. On n'est pas essentiel. » Et non. Là, je vais être méchant, mais si, dans une réelle pandémie, dans le cas de couvre-feu ou dans le cas de fermeture pour des raisons sanitaires, non, un cinéma n'est pas essentiel. Un supermarché qui vend de l'alimentaire, oui, est essentiel. Une pharmacie est essentielle. Maintenir des services et des prestations à domicile sont essentiels. Mais une librairie n'est pas essentielle. Un vendeur de chaussures n'est pas essentiel. Un vendeur de vêtements n'est pas essentiel. Là, je parle de crise, hein. Une réelle situation pandémique. Après, dans la réalité des faits, évidemment, tout est discutable. Donc tout ça pour dire que cette affaire Zemmour, elle est tout à fait révélatrice de ce que je disais déjà dans des précédentes vidéos. C'est la déliquescence, tout simplement, du paysage politique. Et comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, est-ce que Zemmour ne va pas devenir finalement, ou est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire le Trump français? C'est-à-dire cet individu qui n'a ni carrière politique, qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais été aux affaires, réussir à arriver au pouvoir de la France. Sincèrement. Maintenant, et si jamais Zemmour, en effet, se lance dans l'aventure? Je pense qu'il est tout à fait conscient qu'il n'ira jamais à l'élection. Parce que tout à fait sincère, les médias en font des pataquès, en font des tonnes sur sa capacité à, pas soutenir, mais à galvaniser. Je pense qu'il galvanise une infime minorité qui politiquement n'est pas viable, n'est pas crédible. En revanche, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, il peut galvaniser, il peut rassembler un certain nombre de Français et ensuite négocier. Négocier avec certains partis. Alors quoi, je ne sais pas. Même un poste de ministre, ça me paraît un peu gros. Je pense qu'Éric Zemmour est suffisamment intelligent pour, comme je vous l'ai dit, savoir que il y a un moment donné où il y a une limite qu'il ne devra pas franchir. Parce que sinon, on va le massacrer. On va le massacrer parce que même, regardez Marine Le Pen, dans cette dernière intervention qu'il a fait dans un colloque ou je ne sais plus, il a dit de toute façon Marine Le Pen, vous voyez, elle perd des points. Marine Le Pen, elle a un socle très, très solide, mais vous avez vu, elle a déjà perdu 5 points dans les sondages. Elle était à 26, elle n'est plus qu'à 21. Je pense que l'échec au régional a été un très mauvais coup pour elle. Et tout le monde... Non. Au niveau des audimates, pas des audimates, mais de certains sondages d'opinion, elle perd des points. Évidemment, il ne reste que des sondages. Mais je pense qu'il doit s'amuser. Il doit s'amuser d'être en réalité le trublion. Et le trublion pour prouver quoi? Pour prouver tout simplement aux Français que ce qu'il dit depuis longtemps, c'est la destruction du pays. C'est la destruction de la France. C'est la destruction de son paysage politique. C'est la destruction de la crédibilité, du sérieux de ces gens qui réclament votre voix, qui réclament votre vote. Alors qu'en réalité, ces gens n'ont absolument aucune intention, aucune ambition de vous servir.
ils ont l'intention en grande majorité de servir ceux qui les poussent, ceux qui les soutiennent, ceux qui font leur réputation et ceux qui font leur carrière. Donc quand je dis la République est morte, eh bien cette affaire de Éric Zemmour est une démonstration supplémentaire pour vous dire que cette République, en effet, elle est morte et que ça ne va pas s'arranger. Et que ce n'est pas Éric Zemmour qui va arranger les choses. Sur ce, à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.